J'étais la docteure Elisabeth Moreau, juge fédérale respectée, mariée depuis des décennies avec des enfants déjà mariés, vivant dans un hôtel particulier du 16e arrondissement de Paris. J'avais tout ce qu'une femme de ma position pouvait désirer, jusqu'au jour où l'avocate Margot Rousseau entra dans mon bureau pour un procès de routine et changea ma vie pour toujours. Ce qui commença comme une simple audience se transforma en l'histoire d'amour la plus interdite et coûteuse de nos vies. Nous avons tout perdu. Carrière, argent, famille, statut social, mais nous avons gagné quelque chose que nous n'avions jamais eu, la liberté d'être qui nous étions vraiment. Mon nom est Elisabeth Moreau, et pendant 47 ans, j'ai vécu la vie que les autres attendirent de moi. Fille d'un magistrat respecté de Lyon, diplômée de l'École nationale de la magistrature, mariée à Philippe, mon camarade de promotion à l'école de droit de la Sorbonne. J'ai suivi le chemin que mon père avait tracé pour moi. J'ai été l'épouse parfaite, la mère dévouée, la professionnelle exemplaire. Je n'ai jamais questionné ma sexualité, jamais douté de mes sentiments envers les hommes. J'existais simplement. C'était un matin de mars. La pluie battait contre les hautes fenêtres du palais de justice de Paris. L'air conditionné de mon bureau ronronnait doucement, tandis que je révisais les dossiers du jour. Comme toujours, j'arrivais tôt au tribunal avant mes assistants pour organiser l'agenda. J'avais 3 audiences programmées, tous des cas de routine que je pourrais résoudre presque les yeux fermés après 22 ans dans la magistrature. La première audience concernait un conflit du travail. La seconde, un litige commercial. La troisième changerait ma vie pour toujours, bien que je n'en ai pas la moindre idée à ce moment-là. Philippe était parti en voyage d'affaires cette semaine-là. Nos enfants, Antoine et Camille, avaient leur propre vie. Il travaillait comme ingénieur chez Airbus. Elle était médecin pédiatre et venait de se marier. Notre appartement se sentait vide, mais j'étais habituée à cette sensation. Après tant d'années de mariage, Philippe et moi avions développé une routine confortable mais distante. Il se concentrait sur ses affaires en tant qu'avocat d'entreprise. Moi, sur ma carrière judiciaire. Nous nous respections, mais la passion était quelque chose qui appartenait au passé, si elle avait jamais vraiment existé. Ce matin-là, je me suis habillée comme toujours. Tailleur noir Chanel, chemisier blanc, escarpin à talons moyens, cheveux tirés en chignon impeccable. Le miroir me renvoyait l'image d'une femme accomplie, sérieuse, respectable. Mais il y avait quelque chose dans mes yeux. Une sorte de vide que j'avais appris à ignorer avec les années. À 10 heures précises, ma secrétaire annonça l'arrivée des avocats pour la 3e audience. C'était un cas complexe sur les droits humains, une action collective contre une entreprise minière qui avait contaminé les eaux d'une communauté en Guyane française. Le type de cas qui requérait une attention spéciale, non seulement pour sa complexité légale, mais pour son impact social. Madame la Présidente, les représentants légaux pour l'audience de 10 heures sont arrivés, m'informa Sylvie, ma secrétaire, par l'interphone. Qu'ils entrent, répondis-je en ajustant mes lunettes et en ouvrant le dossier. La porte s'ouvrit et 3 personnes entrèrent. D'abord, l'avocat de l'entreprise minière, un homme âgé que je connaissais d'autres affaires. Ensuite, un jeune avocat qui semblait être son assistant. Et troisième entra elle. Margot Rousseau avait 44 ans, bien qu'elle paraisse plus jeune. Ses cheveux châtain clair tombaient en vagues douces jusqu'aux épaules, encadrant un visage qui combinait force et féminité d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Elle portait un tailleur bleu marine qui mettait en valeur sa silhouette sans être provoquant. Et quand elle me regarda directement dans les yeux pour me saluer, je sentis quelque chose d'étrange dans l'estomac, une sorte d'électricité que je ne pouvais expliquer. « Bonjour, Madame la Présidente. Je suis maître Margot Rousseau, représentante légale de la communauté Wayampi dans cette affaire, » dit-elle d'une voix claire et assurée, tendant sa main vers moi. Quand nos mains se touchèrent pour la salutation formelle, cela ne dura que quelques secondes, mais ce fut suffisant pour que je sente un courant qui parcourut tout mon bras. Je me troublai un moment, quelque chose de complètement inhabituel pour moi. En 22 ans de carrière judiciaire, j'avais développé un contrôle absolu sur mes émotions pendant les audiences. « Maître Rousseau », répondis-je en essayant de maintenir mon ton professionnel. « Veuillez prendre place, je vous prie. » Pendant l'audience,
qui s'étendit sur presque 4 heures, je ne pus m'empêcher de l'observer. Sa façon d'argumenter était brillante, passionnée mais technique, émotive sans être mélodramatique. Elle connaissait chaque détail de l'affaire, chaque précédent légal, chaque aspect technique de la contamination environnementale. Mais ce qui m'impressionna le plus fut son authenticité. Elle n'agissait pas pour impressionner le tribunal. Elle croyait vraiment en ce qu'elle défendait. Il y avait quelque chose dans sa manière de parler, dans ses gestes, dans la façon dont elle bougeait, qui me captivait. Quand elle expliquait les dommages causés à la communauté, ses yeux se remplissaient d'une passion genuine. Quand elle citait la jurisprudence, sa voix acquérait une fermeté qui me donnait des frissons. Et quand elle me regardait directement en faisant un point important, je sentais comme si j'étais la seule personne dans la salle. « Madame la Présidente, dit-elle à un moment, s'adressant directement à moi, ceci n'est pas seulement une question légale, c'est une question de justice fondamentale. Ces familles ont vécu sur ces terres pendant des générations et maintenant leurs enfants tombent malades à cause de l'eau qu'ils boivent. Nous ne pouvons permettre que le pouvoir économique l'emporte sur les droits humains de base. » La façon dont elle prononça « justice fondamentale » me toucha droit au cœur. Cela faisait des années que je ne sentais plus cette passion pour mon travail, cette connexion émotionnelle avec les cas que je voyais. J'étais devenue mécanique, efficace, mais froide. À la fin de l'audience, je déclarai une suspension de 2 semaines pour étudier les arguments présentés. C'était un cas complexe qui nécessitait une analyse détaillée, mais honnêtement, j'avais aussi besoin de temps pour traiter ce que j'avais ressenti pendant ces 4 heures. « Maître Rousseau !» l'appelai-je alors qu'elle se dirigeait vers la porte. « Pourriez-vous rester quelques minutes ? J'ai quelques questions supplémentaires sur les études techniques que vous avez présentées. » C'était un mensonge. J'aurais pu réviser ces documents seule, ou lui demander des clarifications par écrit. Mais j'avais besoin. Je ne savais pas exactement de quoi j'avais besoin. Quand nous nous retrouvâmes seuls dans mon bureau, l'atmosphère changea complètement. Sans la formalité de l'audience, sans les autres avocats présents, la tension que j'avais ressentie pendant des heures s'intensifia. « En quoi puis-je vous aider, Madame la Présidente ?» demanda-t-elle en prenant place face à mon bureau. « S'il vous plaît, appelez-moi Elisabeth quand nous sommes en privé, » dis-je. Je me repentis immédiatement. C'était complètement inapproprié. Les avocats devaient toujours s'adresser à moi comme Madame la Présidente ou Madame Moreau. Elle sourit, et ce sourire me désarma complètement. « Elisabeth », répéta-t-elle comme si elle testait comment mon prénom sonnait dans sa voix. « C'est un très beau prénom. » Je sentis de la chaleur dans mes joues, je rougissais. Quand avais-je rougi pour la dernière fois ? « Les études de contamination que vous avez présentées sont très détaillées, » dis-je en essayant de revenir au sujet professionnel. « Comment avez-vous eu accès à des analyses si spécifiques ? J'ai travaillé pendant 5 ans dans une ONG environnementale avant d'ouvrir mon propre cabinet, » expliqua-t-elle en se penchant légèrement vers l'avant. « J'ai appris que dans des cas comme celui-ci, la preuve technique est cruciale, mais j'ai aussi appris que derrière chaque chiffre, chaque statistique, il y a des familles réelles, des enfants réels, des vies réelles. » Sa passion était contagieuse. Pendant qu'elle parlait, elle gesticulait doucement avec ses mains, et je me trouvais hypnotisée par ses mouvements. Il y avait une grâce naturelle en elle, qui contrastait avec la rigidité que j'avais cultivée pendant des années. « Et vous ? » demanda-t-elle soudain. « Avez-vous toujours voulu être juge ?» La question me prit par surprise. Personne ne me posait ce genre de questions. Dans ma position, les conversations étaient toujours formelles, professionnelles, distantes. « Mon père était magistrat », répondis-je automatiquement. « Je suppose que c'était le chemin naturel. »« Cela ne répond pas à ma question, » dit-elle avec un sourire doux. « Je vous ai demandé si vous aviez voulu être juge. » Je restai silencieuse un moment. C'était une question simple, mais je n'avais pas de réponse simple. « Honnêtement, je ne sais pas. » admis-je, me surprenant moi-même par cette honnêteté. Cela fait si longtemps que je ne me suis pas posé cette question. « Il n'est jamais trop tard pour se la poser, » dit-elle, et il y avait quelque chose dans son ton qui suggérait qu'elle ne parlait pas seulement de ma carrière. Nous restâmes en silence pendant quelques secondes, qui me parurent des heures. Il y avait une tension dans l'air que je ne pouvais identifier, mais qui était à la fois enivrante et terrifiante. « Je devrais partir, » dit-elle finalement en se levant. « Merci pour votre temps, Elisabeth. » Encore une fois mon prénom dans sa voix.
Encore une fois cette sensation étrange dans l'estomac. « Bien sûr, » répondis-je en me levant aussi. « Vous aurez ma décision dans 2 semaines. » Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, elle s'arrêta et se retourna vers moi. « Elisabeth, » dit-elle, avec quelque chose de différent dans sa voix. « Si jamais vous voulez parler, pas de l'affaire, mais de n'importe quoi d'autre, mon numéro est dans la documentation que je vous ai laissée. » Et avec cela, elle partit, me laissant seule dans mon bureau, avec une sensation que je n'avais pas expérimentée depuis des décennies. Mon cœur battait plus vite que d'habitude. Mes mains tremblaient légèrement, et j'avais un sourire sur le visage que je ne pouvais contrôler. Ce soir-là, dans mon appartement vide, je ne pus me concentrer sur rien. J'essayais de réviser d'autres dossiers, mais mes pensées revenaient constamment à Margot. La façon dont elle avait dit mon prénom, la manière dont elle m'avait regardé, la connexion que j'avais ressentie pendant notre conversation. Philippe appela de son voyage d'affaires, comme il le faisait tous les soirs. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il avec le ton routinier habituel. « Normal, » mentis-je. « Audience, dossier, comme d'habitude. »« Bien, je rentre vendredi. Tu as besoin de quelque chose ?»« Non, je vais bien. » Après avoir raccroché, je restais assise dans le salon, en regardant les photos de famille qui décoraient les tables. Philippe et moi lors de notre mariage il y a 26 ans, les enfants quand ils étaient de petits, des vacances en famille, une vie entière documentée en photographie qui me semblait un soudain étrangère, comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre. Je me servis un verre de vin et sortis sur la terrasse. La nuit était douce et l'air était parfumé avec l'arôme des jasmins que j'avais plantés des années auparavant. Je m'assis sur la chaise longue que Philippe avait installée quand les enfants étaient petits et pour la première fois depuis longtemps, je me permis de ressentir ce qui s'était passé dans mon bureau. Pourquoi m'étais-je sentie si vivante pendant ces heures? Pourquoi ne pouvais-je pas arrêter de penser à Margot? J'essayais de rationaliser mes sentiments. C'était de l'admiration professionnelle, rien de plus. Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu un avocat si préparé, si passionné par son travail. Il était naturel que j'aie été impressionnée. Mais au fond, je savais que c'était quelque chose de plus. La façon dont mon corps avait réagi à sa présence, l'électricité que j'avais ressentie quand nous nous étions serrés la main, la manière dont mon cœur s'était accéléré quand elle avait souri. Ce n'était pas de l'admiration professionnelle. Les jours suivants furent une torture. J'essayais de me concentrer sur d'autres affaires, mais constamment je me trouvais à penser à des excuses pour contacter Margot. J'avais besoin de clarifications supplémentaires sur les études techniques. Je voulais réviser quelques précédents légaux avec elle. J'avais des questions sur la situation actuelle de la communauté affectée. Tous étaient des mensonges, et je le savais. Le mercredi, je ne pus résister plus longtemps. Je cherchais son numéro dans les documents qu'elle avait laissés et lui envoyais un message texte. « Maître Rousseau, j'ai quelques questions supplémentaires sur l'affaire. Pourrions-nous nous rencontrer demain après-midi? Elisabeth Moreau. » La réponse arriva en moins de 10 minutes. « Bien sûr, Elisabeth. Cela vous convient-il à 16h dans votre bureau? » Cette nuit-là, je ne pus dormir. Je changeai de vêtements 3 fois avant de décider quoi porter le jour suivant. Je choisis un tailleur gris, qui me flattait plus que le noir habituel. Je me maquillais avec plus de soin que d'ordinaire et même mis un parfum qui était resté dans mon tiroir pendant des mois. Le jeudi à 16h précises, Sylvie annonça son arrivée. « Qu'elle entre !» dis-je en essayant de contrôler mes nerfs. Quand elle entra dans mon bureau, elle portait une robe bleue qui mettait en valeur la couleur de ses yeux. Elle avait lâché ses cheveux qui tombaient en vagues douces sur ses épaules. Elle était magnifique. Le mot apparut dans mon esprit avant que je puisse le censurer. « Elisabeth », me salua-t-elle avec ce sourire qui avait déjà commencé à m'obséder. « Margot », répondis-je, et remarquai que ma voix sonnait légèrement rauque. « Merci d'être venue. En quoi puis-je vous aider ?» Je restai en blanc un moment. J'avais inventé des questions sur l'affaire, mais soudain je ne pouvais me souvenir d'aucune. Je voulais réviser quelques aspects techniques du rapport environnemental, improvisai-je. Pendant l'heure suivante, nous fîmes semblant de parler de l'affaire, mais la vraie conversation se passait à un autre niveau, dans les regards qui duraient plus que nécessaire, dans les sourires qui apparaissaient sans raison apparente, dans la façon dont nos mains se frôlèrent, quand elle me passa un document. « Elisabeth », dit-elle finalement, quand nous ne pûmes plus faire semblant de parler de travail. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» J'acquiesçai, bien que mon cœur commençât à battre plus vite.
Êtes-vous heureuse ? La question me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. C'était si simple, si direct, si honnête. Moi, pourquoi me demandez-vous cela ? Parce que ces derniers jours, j'ai beaucoup pensé à vous, admit-elle. Et il y avait une vulnérabilité dans sa voix qui me désarma complètement. Et il y a quelque chose dans vos yeux, une tristesse que je reconnais parce que je l'ai aussi ressentie. Nous restâmes en silence en nous regardant directement. L'air entre nous était chargé d'une tension que nous ne pouvions plus ignorer. Non, chuchotai-je finalement. Je ne suis pas heureuse. Cela fait des années que je ne suis pas heureuse. Moi non plus, admit-elle. J'ai une vie qui semble parfaite de l'extérieur. Mari prospère, fille adolescente, carrière florissante, mais à l'intérieur, je me sens vide. Pourquoi me racontez-vous cela ? Demandai-je, bien que je pense déjà connaître la réponse. Parce que depuis que je vous ai rencontré, je n'ai pas pu arrêter de penser à vous. Parce que quand je suis ici dans ce bureau en parlant avec vous, je me sens plus vivante que je ne me suis sentie depuis des années. Et parce que je crois que vous ressentez la même chose. Ma respiration devint irrégulière. Tout ce que j'avais essayé de nier, de rationaliser, d'ignorer, était là exposé entre nous. Margot, commençai-je. Mais je ne savais comment continuer. Je sais que c'est compliqué, dit-elle en se levant de sa chaise et s'approchant de mon bureau. Je sais que nous avons toutes les deux des vies établies, des responsabilités, des réputations à protéger. Mais je sais aussi que ce que je ressens pour vous est réel, et je crois que c'est mutuel. Elle s'arrêta devant mon bureau, et moi aussi je me levai. Nous étions à moins d'1 mètre de distance, et je pouvais sentir la chaleur qui émanait de son corps. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, admis-je, et ma voix trembla légèrement. Jamais je n'ai ressenti cela pour une femme. Moi non plus, chuchota-t-elle. Mais nous voilà. Elle fit un pas de plus vers moi, et instinctivement je reculai, jusqu'à ce que mon dos touche le mur derrière mon bureau. Elle continua de s'approcher, jusqu'à ce qu'elle soit si près que je puisse sentir son souffle sur mon visage. « Elisabeth » murmura-t-elle mon prénom comme une caresse. « Nous ne pouvons pas » chuchotai-je. Mais même en prononçant les mots, je savais qu'il était déjà trop tard. J'avais déjà franchi une ligne invisible dans mon esprit. « Je sais » répondit-elle. Mais elle ne s'éloigna pas. Mais je ne peux pas arrêter de penser à ce que ce serait de vous embrasser. Ma respiration s'arrêta complètement. Le monde se réduisit à ce moment, à cet espace entre nous, à la tension qui s'était construite pendant des jours. Et alors, sans qu'aucune de nous ne prenne une décision consciente, nos lèvres se rencontrèrent. Le baiser fut doux au début, hésitant, comme si nous testions toutes les deux quelque chose de nouveau et terrifiant. Mais quand je sentis ses lèvres bouger contre les miennes, quand sa main se posa doucement sur ma joue, quelque chose se déchaîna en moi. Je l'embrassai avec une passion que je ne savais pas posséder, avec une désespération qui me surprit. Ses bras s'enroulèrent autour de mon cou, et je l'attirai vers moi, comme si elle était la seule chose réelle au monde. Quand nous nous séparâmes finalement, nous respirions toutes les deux difficilement. Nous restâmes embrassés, nos fronts se touchant, essayant de traiter ce qui venait de se passer. « Mon Dieu » chuchotai-je. « Qu'est-ce que… » ?»« Je ne sais pas » répondit-elle, mais elle ne s'éloigna pas de mes bras. Mais je ne le regrette pas. À ce moment, Sylvie frappa à la porte. « Madame Moreau, votre mari est en ligne 1. » La réalité me frappa comme un seau d'eau froide. Philippe, mon mari, ma vie, ma carrière, tout ce que je venais de mettre en péril avec un baiser. Margot s'éloigna immédiatement, lissant sa robe et ses cheveux. Je me dirigeai vers mon bureau avec des jambes tremblantes. « Dis-lui que je le rappelle dans 5 minutes. » dis-je à Sylvie par l'interphone. Quand je me retournai vers Margot, je vis ma propre confusion reflétée dans ses yeux. « Cela ne peut plus se reproduire, » dis-je, bien que les mots me fissent physiquement mal. « Je sais, » répondit-elle, avec de la douleur dans sa voix. « Je dois prendre une décision sur l'affaire la semaine prochaine. Après cela, nous ne pourrons plus nous voir. » Elle acquiesça, rassembla ses affaires et se dirigea vers la porte. Mais avant de sortir, elle se retourna vers moi une dernière fois. « Elisabeth, » dit-elle, avec des larmes dans les yeux. « Peu importe ce que vous décidez sur l'affaire ou sur ceci, je veux que vous sachiez que ces jours ont été les plus heureux que j'ai eus depuis des années. » Et avec cela, elle partit, me laissant seule avec l'écho de ses paroles
et le goût de ses lèvres encore sur ma bouche. Si cette histoire a touché votre cœur d'une quelconque manière, si vous souhaitez découvrir d'autres histoires émouvantes, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Vos likes et commentaires n'aident pas seulement la chaîne à grandir. Ils me montrent que je ne suis plus seule dans cette conversation, que nous avons créé ensemble un espace où des histoires comme la mienne peuvent être racontées sans peur. Ce soir-là, quand Philippe rentra de son voyage, il m'embrassa sur la joue comme toujours, me demanda comment s'était passée ma journée comme toujours, et nous dînâmes en silence comme toujours. Mais je n'étais plus la même femme que j'avais été ce matin. Quelque chose de fondamental avait changé en moi, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Les jours qui suivirent ce baiser furent les plus tourmentés de ma vie. Chaque matin, je me réveillais en espérant que tout avait été un rêve. Mais le goût des lèvres de Margot restait gravé dans ma mémoire comme une marque indélébile. Philippe était revenu de son voyage et la routine familiale s'était rétablie, mais je me sentais comme une étrangère dans ma propre vie. Chaque conversation banale, chaque geste affectueux de sa part me semblait une trahison à ce que j'avais découvert sur moi-même. « Tu vas bien, Elisabeth ?» me demanda Philippe pendant le petit déjeuner du samedi. « Tu sembles distraite depuis mon retour. »« C'est juste le travail, » mentis-je en remuant mon café sans vraiment le boire. « J'ai une affaire complexe à résoudre cette semaine. » C'était vrai, mais pas de la façon qu'il pensait. L'affaire de la communauté Wayampi était complexe, oui. Mais ce qui me tenait éveillée la nuit était la décision que je devais prendre sur ma propre vie. Pendant le week-end, j'essayais d'agir normalement. Nous allâmes déjeuner chez les parents de Philippe, comme nous le faisions chaque dimanche. Nous visitâmes Camille et son mari dans leur nouvel appartement. Nous dînâmes à notre restaurant habituel. Mais chaque sourire que je forçais, chaque conversation triviale à laquelle je participais, me semblait comme une trahison à ce que j'avais découvert sur moi-même. Le lundi matin, j'arrivais au tribunal plus tôt que d'habitude. J'avais besoin de temps pour penser, pour traiter, pour décider non seulement sur l'affaire légale, mais sur le cours de ma vie. Je m'enfermais dans mon bureau avec une tasse de café et les dossiers, mais les mots se brouillaient devant mes yeux. Comment était-il possible qu'à 47 ans, je découvre quelque chose d'aussi fondamental sur ma sexualité ? Comment avais-je vécu si longtemps sans me rendre compte que quelque chose manquait dans ma vie ? Je me souvins de mon adolescence, de mes années universitaires, de ma relation avec Philippe. J'avais toujours assumé que le manque de passion était normal, que l'amour mature était tranquille, prévisible, confortable. Je n'avais jamais questionné pourquoi les scènes romantiques dans les films me semblaient exagérées, pourquoi je n'avais jamais ressenti cette urgence désespérée que décrivaient les romans. Mais avec Margot, j'avais ressenti un feu que je ne savais pas qui existait en moi. Le mardi, je reçus un message texte qui fit s'arrêter mon cœur. « Elisabeth, je sais que vous avez dit que nous ne pouvions pas nous voir, mais j'ai besoin de vous parler. Pas de l'affaire, de nous. Pourrions-nous nous rencontrer dans un lieu neutre ? Margot. » Je regardais le message pendant 10 minutes avant de répondre. Je savais que je devais dire non, que je devais maintenir la distance, que je devais protéger ma carrière et mon mariage. Mais je savais aussi que si je ne la voyais pas, je deviendrais folle. Café central. Demain à 18h. Table du fond. Elisabeth. Le mercredi après-midi, j'arrivais au café central avec 15 minutes d'avance. C'était un petit endroit discret dans le Marais, fréquenté principalement par des étudiants et des artistes. Personne de mon cercle social ou professionnel ne le visitait, ce qui en faisait l'endroit parfait pour une conversation que je ne pouvais avoir nulle part ailleurs. Je choisis une table dans le coin le plus éloigné de l'entrée et commandai une tisane à la camomille, bien que mes nerfs soient si altérés que je doutais pouvoir boire quoi que ce soit. Chaque fois que la porte s'ouvrait, mon cœur s'accélérait jusqu'à ce que finalement je la voie entrer. Margot portait un jean et un chemisier blanc simple, les cheveux lâches et sans maquillage. Elle paraissait plus jeune, plus vulnérable, plus réelle que lors de nos rencontres formelles au tribunal. Quand nos regards se croisèrent à travers le café, je ressentis cette même électricité qui m'avait perturbée depuis notre première rencontre. Elle s'approcha de ma table avec des pas incertains, comme si elle aussi questionnait la sagesse de cette rencontre. « Merci d'être venue », dit-elle en s'asseyant face à moi. « Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. » admis-je. « Probablement pas. »
répondit-elle avec un sourire triste. Mais j'avais besoin de vous voir. Nous commandâmes du café pour elle et pendant les premières minutes, nous parlâmes de banalités, le temps, la circulation, n'importe quoi qui nous permettait d'éviter le vrai sujet. Mais finalement, Margot prit mes mains entre les siennes sur la table. « Elisabeth, ces derniers jours ont été un enfer pour moi, avoua-t-elle. Je ne peux pas me concentrer sur le travail. Je ne peux pas dormir. Je ne peux pas faire semblant que ce qui s'est passé entre nous ne signifiait rien. Pour moi aussi, chuchotai-je sans retirer mes mains des siennes. Mais cela ne change pas le fait que nous avons toutes les deux des vies établies, des familles, des responsabilités. Je sais, croyez-moi, je sais. J'ai une fille de 16 ans qui m'adore, un mari qui est un homme bien, une carrière que j'ai construite pendant des années. Mais je sais aussi que jamais je ne me suis sentie aussi vivante que quand je vous ai embrassée. » Ces paroles me touchèrent directement au cœur, parce qu'elles reflétaient exactement ce que j'avais ressenti. « Margot, je n'ai jamais questionné ma sexualité, admis-je. J'ai toujours pensé que j'étais hétérosexuelle, que mon manque de passion avec Philippe était normal, que l'amour était ce que nous avions, respect, compagnonnage, stabilité. Et maintenant je ne sais rien. Avec vous, je ressens des choses que je ne savais pas pouvoir ressentir. Quand je suis près de vous, mon corps réagit de façon que je n'ai jamais expérimentée, et cela me terrifie. Margot serra mes mains doucement. Cela me terrifie aussi, mais cela m'excite également. Pour la première fois depuis des années, je me sens complètement éveillée, complètement présente. « Que proposez-vous que nous fassions ?» demandai-je, bien que j'aie peur de la réponse. « Je ne sais pas, » admit-elle. « Mais je sais que je ne peux pas faire semblant que ceci n'arrive pas. Je sais que je ne peux pas retourner à ma vie précédente, comme si rien n'avait changé. » Nous restâmes en silence un moment, tenant nos mains entrelacées sur la table. Le café bourdonnait d'activité autour de nous, mais nous existions dans une bulle d'intimité et de confusion. « Mon mari s'appelle Julien, » dit Margot soudain. « Il est cardiologue. Il travaille à l'hôpital Saint-Louis. Il est intelligent, prospère, attirant, un bon père, un bon pourvoyeur. Sur le papier, c'est le mari parfait. Mais jamais je n'ai ressenti pour lui ce que je ressens pour vous après vous avoir rencontré il y a à peine 3 semaines, et cela me fait questionner toute ma vie. » Je comprenais parfaitement ce qu'elle voulait dire. Philippe était aussi un homme bien sur le papier, respecté dans sa profession, bon père, pourvoyeur, responsable. Il ne m'avait jamais été infidèle, ne m'avait jamais maltraité, ne m'avait jamais donné de raison de me plaindre. Mais il ne m'avait jamais fait me sentir spéciale, désirée, vivante. « Comment est votre mariage ?» me demanda Margot. « Confortable, » répondis-je honnêtement. « Prévisible. Nous nous respectons, partageons des responsabilités, avons des objectifs communs. Mais la passion est morte il y a des années, si elle a jamais vraiment existé. » « Et l'intimité ?» rougis-je devant la question directe. « Nous remplissons nos obligations maritales, » dis-je, en utilisant la phrase que ma mère avait utilisée pour décrire la vie sexuelle dans le mariage. Mais il n'y a pas de feu, pas d'urgence. C'est plus comme un rituel que comme une expression de désir. J'ai arrêté de désirer Julien il y a des années, avoua Margot. Au début, je pensais que c'était normal, que la passion s'estompait avec le temps. Mais maintenant, je me rends compte que je ne l'ai jamais vraiment désiré. Je l'ai épousé parce que c'était ce qu'on attendait de moi, parce que c'était un bon choix, parce que mes parents l'approuvaient. Aviez-vous déjà ressenti de l'attraction pour une femme auparavant ? Jamais de façon consciente, répondit-elle. Mais maintenant, en regardant en arrière, je me souviens de moments, des professeurs à l'université que j'admirais trop, des amies avec qui j'avais des connexions très intenses, des actrices qui me semblaient fascinantes de façon que je ne pouvais expliquer. J'acquiesçais, reconnaissant ma propre expérience dans ces paroles. Moi aussi, j'ai toujours pensé que c'était de l'admiration, qu'il était normal que les femmes apprécient la beauté féminine. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que cela puisse être de l'attraction. Et maintenant, que faisons-nous de cette révélation ? Demanda Margot. C'était la question à 1 million d'euros. Comment réorganises-tu toute ta vie quand tu découvres quelque chose d'aussi fondamental sur toi-même à 47 ans ? Je ne sais pas, admis-je. Une partie de moi veut explorer ces sentiments,
comprendre ce qu'il signifie, voir où il nous mène. Mais une autre partie de moi est terrifiée par les conséquences. Quel genre de conséquences? Ma carrière pour commencer. La magistrature est un environnement très conservateur. Si on apprenait que j'ai une relation avec une femme, surtout avec une avocate qui plaide dans mon tribunal, ce serait la fin de ma carrière. Je sais, ma pratique légale serait aussi affectée. Beaucoup de mes clients sont des entreprises traditionnelles qui ne verraient pas d'un bon œil que leur avocate soit lesbienne. Le mot lesbienne resta suspendu dans l'air entre nous. C'était la première fois que l'une de nous le prononçait en relation à nous-mêmes. « Est-ce que c'est ce que nous sommes ?» demandai-je à voix basse. « Lesbienne ?» ?»« Je ne sais pas, » répondit Margot. « Peut-être sommes-nous bisexuels, peut-être sommes-nous des femmes qui sont simplement tombées amoureuses d'une autre femme. Les étiquettes ne m'importent pas autant que ce que je ressens. »« Et que ressentez-vous » Elle me regarda directement dans les yeux, et l'intensité de son regard me coupa le souffle. « Je sens que je suis en train de tomber amoureuse de vous, Elisabeth. Je sens que pour la première fois de ma vie, j'expérimente ce qu'est vraiment l'amour romantique. Et je sens que si je n'explore pas ceci, je le regretterai pour le reste de ma vie. » Mon cœur s'arrêta complètement. J'avais évité d'affronter mes propres sentiments, mais les paroles de Margot m'obligèrent à être honnête avec moi-même. « Moi aussi, je suis en train de tomber amoureuse de vous, » chuchotai-je. Et cela me terrifie plus que tout ce que j'ai affronté dans ma vie. Nous restâmes à nous regarder en silence, traitant l'ampleur de ce que nous venions d'admettre. Nous tombions amoureuses, deux femmes mariées à des hommes, avec des carrières établies, avec des vies qui semblaient si parfaites de l'extérieur. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda Margot. « Je ne sais pas, mais je sais que je ne peux pas continuer à faire semblant que ceci n'arrive pas. Voulez-vous essayer d'explorer ceci ? Avec beaucoup de discrétion, bien sûr. » La question me mit à la croisée des chemins. Je pouvais dire non, retourner à ma vie précédente, faire semblant que rien ne s'était passé. Ce serait la décision sûre, la décision responsable. Mais je savais aussi que ce serait un mensonge et que je vivrais le reste de ma vie en me demandant ce qui aurait pu se passer. « Oui, » chuchotai-je, « je veux essayer. » Margot sourit et ce fut comme si le soleil s'était levé après des jours de pluie. « Comment ?» demandai-je. « Comment faisons-nous ceci sans détruire nos vies ?» Avec beaucoup de prudence, beaucoup de discrétion et étape par étape. « D'abord, je dois résoudre l'affaire légale. » dis-je, je ne peux pas prendre une décision juste tant que j'ai ces sentiments pour vous. Je comprends. Et après, nous verrons ce qui se passe. Nous restâmes dans le café pendant 2 heures de plus, parlant de nos vies, nos peurs, nos rêves. Je découvris que Margot avait étudié le piano pendant des années avant de se décider pour le droit, qu'elle adorait jardiner, qu'elle avait voyagé seule à travers l'Europe après avoir obtenu son diplôme. Elle découvrit que j'écrivais de la poésie en secret, que j'avais toujours voulu apprendre à danser le tango, que mon rêve frustré avait été d'être écrivaine. Quand nous nous dîmes finalement au revoir, nous ne nous embrassâmes pas. C'était trop risqué dans un lieu public. Mais quand nos mains se frôlèrent en nous séparant, je ressentis cette même électricité qui m'avait perturbée depuis le premier jour. Cette nuit-là, Philippe remarqua mon état d'esprit. « Tu sembles mieux », commenta-t-il pendant que nous dînions. Plus détendu. « Oui, je pense que je résous quelques questions qui m'inquiétaient, » répondis-je. Et techniquement, ce n'était pas un mensonge. Je suis content. Dernièrement, tu semblais très tendu. Après le dîner, pendant que Philippe regardait les nouvelles, je m'enfermai dans mon bureau et commençai à rédiger la sentence de l'affaire de la communauté Wayampi. C'était une affaire complexe qui nécessitait une analyse attentive de précédents légaux, d'études techniques et de considérations de droits humains. Mais pour la première fois depuis des années, je me sentais complètement engagée dans mon travail. La passion que j'avais vue chez Margot pour la justice avait ravivé ma propre passion pour le droit. Je travaillais jusqu'aux petites heures du matin, cherchant, analysant, construisant un argument solide. À la fin, je décidai en faveur de la communauté Wayampi. La preuve était claire. L'entreprise minière avait violé de multiples régulations environnementales et avait causé des dommages documentés à la santé de la communauté. C'était la bonne décision du point de vue légal, mais je savais aussi que c'était la bonne décision du point de vue moral. Le jeudi matin, je publiai la sentence. Je savais que Margot la recevrait cet après-midi-là,
et je ne pus m'empêcher de me demander comment elle réagirait. Penserait-elle que ma décision avait été influencée par mes sentiments pour elle, ou comprendrait-elle que j'avais pris la décision basée uniquement sur les mérites légaux de l'affaire? La réponse arriva ce soir-là sous forme de message texte. Merci pour une décision juste et courageuse. La communauté Wayampi vous sera éternellement reconnaissante. Et moi aussi. M. Je souris en lisant le message. J'avais pris la bonne décision, et Margot le savait. Le vendredi, je reçus un autre message. Aimeriez-vous déjeuner avec moi samedi? Je connais un endroit discret en dehors de la ville, mais... Cette fois, je n'hésitais pas à répondre. Oui, envoyez-moi l'adresse. Le samedi, je dis à Philippe que je devais travailler au tribunal, quelque chose que je faisais occasionnellement les week-ends quand j'avais des affaires complexes. Il ne soupçonna rien. Le restaurant que Margot avait choisi était à 1 heure de Paris, dans un petit village près de Fontainebleau. C'était un endroit charmant, avec des tables sur une terrasse donnant sur la campagne française. J'arrivai la première et choisis une table isolée d'où je pouvais voir les champs de lavande au loin. Quand Margot arriva, elle portait une robe d'été bleu clair qui faisait briller ses yeux. Elle avait attaché ses cheveux en queue de cheval lâche et portait des sandales au lieu des talons formels qu'elle utilisait au tribunal. Elle paraissait détendue, heureuse, belle. Cet endroit est parfait, lui dis-je quand elle s'assit face à moi. Je viens ici parfois quand j'ai besoin de réfléchir, répondit-elle. C'est mon refuge secret. Nous déjeunâmes de poissons frais et bûmes du vin blanc pendant que nous parlions de tout et de rien. C'était la première fois que nous pouvions être ensemble, sans la pression du travail ou la peur d'être découverte. C'était la première fois que nous pouvions simplement être. Après le déjeuner, nous nous promenâmes dans les champs. Le soleil commençait à se coucher, teignant le ciel de tons orange et rose. La brise estivale bougeait nos cheveux, et le parfum de la lavande créait une bande sonore parfaite pour ce qui ressemblait à un premier rendez-vous. « Elisabeth » dit Margot soudain, s'arrêtant parmi les fleurs. « Puis-je vous embrasser » Je regardais autour de nous. Les champs étaient pratiquement déserts, seulement un couple âgé se promenant au loin. « Oui » chuchotai-je. Cette fois, quand nos lèvres se rencontrèrent, il n'y avait pas d'urgence ni de désespération. C'était un baiser exploratoire, plein de tendresse et de promesses. Quand nous nous séparâmes, nous sourions toutes les deux. Comment est-il possible que ceci semble si naturel ? Demandai-je en caressant sa joue. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression d'avoir attendu ce moment toute ma vie. Nous retournâmes au restaurant main dans la main, et pour la première fois depuis des décennies, je me sentis complètement en paix avec moi-même. Il n'y avait pas d'anxiété, pas de culpabilité, seulement une sensation de plénitude que je n'avais jamais expérimentée. Dans le stationnement du restaurant, avant de nous dire au revoir, Margot me remit une petite enveloppe. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je. « Ouvrez-la quand vous arriverez chez vous » dit-elle avec un sourire mystérieux. Le voyage de retour à Paris me parut éternel. Chaque feu rouge, chaque tronçon d'autoroute me séparait de Margot et me rapprochait de ma réalité quotidienne. Quand j'arrivais finalement chez moi, Philippe regardait la télévision dans le salon. « Comment s'est passé le travail » demanda-t-il sans lever les yeux de l'écran. « Productif » répondis-je. Et techniquement, ce n'était pas un mensonge. Cela avait été le jour le plus productif de ma vie en termes de connaissance de soi. Je me dirigeais vers mon bureau et fermais la porte avant d'ouvrir l'enveloppe que Margot m'avait donnée. À l'intérieur, il y avait une petite note écrite à la main. « Elisabeth, aujourd'hui a été le plus beau jour que j'ai eu depuis des années. Merci de m'avoir permis de connaître la vraie femme derrière la juge. Vous êtes encore plus extraordinaire que je l'imaginais. Avec toute mon affection, Monsieur PS. J'ai pensé à ce que vous aviez dit sur vouloir apprendre le tango. Je connais un endroit discret où il donne des cours le mardi soir. Cela vous intéresserait-il » Je souris en lisant la note. Margot avait prêté attention à chaque détail de nos conversations, se souvenant même des rêves que j'avais mentionnés en passant. Cette nuit-là, pendant que Philippe dormait à côté de moi, je restais éveillée en pensant à tout ce qui avait changé dans ma vie en seulement 4 semaines. J'avais découvert une partie de moi-même que je ne savais pas qui existait. J'avais expérimenté des sentiments que je croyais qui existaient seulement dans les romans. J'avais trouvé quelqu'un qui me voyait vraiment, qui me comprenait, qui me faisait me sentir vivante. Mais je savais aussi que je marchais sur un terrain très dangereux. Chaque rencontre avec Margot était un risque.
Chaque message texte était une preuve potentielle. Chaque mensonge que je disais à Philippe était une trahison de notre mariage. Le dimanche matin, pendant que je préparais le petit déjeuner, Philippe me surprit avec un commentaire inattendu. « Elisabeth, j'ai pensé que nous devrions prendre des vacances. Cela fait des années que nous n'avons pas voyagé seuls sans les enfants. Que dirais-tu si nous allions en Italie le mois prochain ?» La proposition me prit complètement par surprise. Philippe suggérait rarement des voyages romantiques, et l'idée de passer 2 semaines seule avec lui en Italie, en faisant semblant d'être l'épouse heureuse, me semblait étouffante. « L'Italie ?» répétai-je, en essayant de gagner du temps pour réfléchir. « Oui. Rome, Florence, peut-être la côte d'Amalfi. Nous pourrions parcourir les endroits que tu as toujours dit vouloir connaître. » C'était vrai que j'avais toujours voulu connaître l'Italie, mais maintenant l'idée de voyager avec Philippe me semblait une torture. Comment pourrais-je feindre romance et passion quand je venais de découvrir ce que ces mots signifiaient vraiment ? « C'est une idée intéressante, » dis-je finalement. « Laisse-moi y réfléchir. » Bien sûr, il n'y a pas d'urgence. J'ai juste pensé que cela nous ferait du bien de nous reconnecter. Le mot « reconnecter » me fit physiquement mal. Philippe avait remarqué la distance entre nous et essayé de sauver notre mariage de la seule façon qu'il connaissait, avec des gestes romantiques traditionnels. Mais comment lui expliquer que le problème n'était pas le manque de romance, mais le fait que j'avais découvert que je n'étais pas la femme qu'il croyait avoir épousée ? Cet après-midi-là, pendant que Philippe jouait au golf avec ses amis, j'envoyai un message à Margot. « Pouvons-nous parler ? J'ai besoin de vous raconter quelque chose. » La réponse arriva immédiatement. « Bien sûr. Le même café qu'hier ? M. Oui. Dans 1 heure. Quand j'arrivai au café central, Margot m'attendait déjà. Elle semblait inquiète, probablement à cause du ton urgent de mon message. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle dès que je m'assis. « Philippe veut que nous allions en vacances en Italie seuls le mois prochain. » Margot pâlit légèrement. « Et que lui avez-vous dit ? Que j'y réfléchirai. Mais Elisabeth, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas feindre d'être sa femme amoureuse pendant 2 semaines quand ce que je veux vraiment, c'est être avec vous. »« Je comprends, » dit-elle, avec de la douleur dans sa voix. « Qu'allez-vous faire ? » ?»« Je ne sais pas. Si je refuse le voyage sans une bonne raison, il va soupçonner que quelque chose se passe. Mais si j'accepte, si vous acceptez, vous devrez vous éloigner de moi pendant 2 semaines et faire semblant que rien n'a changé. » « Exactement. Et cette idée m'est insupportable. Margot, je pense que nous devons prendre une décision, dis-je en prenant ses mains entre les miennes. Nous ne pouvons pas continuer à vivre cette double vie indéfiniment. Tôt ou tard, quelqu'un va s'en rendre compte. Je sais. J'y ai aussi pensé. Et à quelle conclusion êtes-vous arrivée ? Margot soupira profondément avant de répondre. Je pense que nous avons 3 options. Première, nous finissons ceci maintenant. Nous retournons à nos vies précédentes et faisons semblant que rien ne s'est passé. Seulement cette idée me provoqua une sensation de panique. Deuxième option, nous continuons comme jusqu'à maintenant, en nous voyant en secret, en risquant d'être découvertes, en vivant dans le mensonge. Et la troisième ? La troisième est la plus terrifiante, admit-elle. Être honnête avec nos maris, affronter les conséquences et construire une vie ensemble. Les 3 options étaient terribles pour différentes raisons. La première signifiait renoncer au bonheur que je venais de découvrir. La seconde signifiait vivre en anxiété constante et dans la tromperie. La troisième signifiait détruire les vies que nous avions construites pendant des décennies. « Laquelle préférez-vous » demandai-je. « Honnêtement, la troisième, mais je comprends que c'est la plus difficile. Êtes-vous disposé à tout perdre pour ceci ? Votre carrière, votre statut social, la relation avec votre fille ? Elisabeth, ma fille grandit déjà. Dans 3 ans, elle ira à l'université et commencera sa propre vie. Ma carrière, peut-être que je peux la reconstruire d'une façon ou d'une autre. Mais ce que j'ai avec vous, ceci ne peut pas se reconstruire. Ceci est unique. » Ces paroles me touchèrent directement au cœur. Elle avait raison. Ce que nous avions trouvé ensemble était extraordinaire, mais c'était aussi fragile. Si nous le perdions maintenant, nous ne retrouverions probablement jamais quelque chose comme cela. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dis-je finalement. Bien sûr, c'est une décision énorme. Et pendant ce temps, nous continuons comme maintenant. Mais, Elisabeth, je veux que vous sachiez quelque chose.
Peu importe ce que vous décidez, ces jours avec vous ont été les plus heureux de ma vie. Vous m'avez aidé à découvrir qui je suis vraiment, et c'est un cadeau que personne ne pourra m'enlever. Cette nuit-là, après que Philippe se soit endormi, je sortis dans le jardin et m'assis sur la chaise longue. La nuit était claire, et les étoiles brillaient intensément dans le ciel sans nuages. Je pensais à ma vie, aux décisions que j'avais prises, au chemin que j'avais choisi. J'avais été la fille obéissante, l'étudiante exemplaire, l'épouse parfaite, la mère dévouée, la juge respectée. J'avais rempli toutes les attentes que les autres avaient mises sur moi. Mais quand avais-je fait quelque chose pour moi-même? Quand avais-je choisi mon propre bonheur au-dessus des attentes sociales? Jamais. Et maintenant, à 47 ans, j'avais l'opportunité de le faire. C'était terrifiant. C'était risqué. C'était potentiellement destructeur. Mais c'était aussi la première décision vraiment authentique que j'aurais l'opportunité de prendre dans ma vie adulte. Le lundi matin, j'arrivais au tribunal avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'avais du travail à faire, des décisions à prendre, une vie à réorganiser, mais pour la première fois depuis des décennies, je sentais que j'avais le contrôle de mon destin. Pendant le déjeuner, j'appelais ma sœur Claire, qui vivait à Lyon. Claire avait toujours été plus libre que moi, plus disposée à prendre des risques, plus authentique dans ses décisions. « Elisabeth, quelle surprise !» dit-elle quand elle répondit au téléphone. « Comment vas-tu ?»« Claire, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. »« Peux-tu venir à Paris ce week-end ?»« Bien sûr. Tu sembles troublée. Tout va bien ?»« C'est compliqué. J'ai des décisions importantes à prendre et j'ai besoin des conseils de quelqu'un en qui j'ai confiance. J'arrive vendredi soir. Nous parlerons de tout. » Cette semaine-là, je commençais à mettre de l'ordre dans ma vie. Je révisais mes finances personnelles, mes biens, mes options de carrière. Si je prenais la décision de quitter Philippe, je devais être préparée pratiquement. Je découvris que j'avais plus d'indépendance financière que je ne le pensais. Mes investissements personnels et mon plan de retraite me donneraient une certaine stabilité économique. Ma réputation professionnelle, bien que potentiellement compromise par un scandale, était solide assez pour peut-être me permettre de commencer dans le secteur privé. Le jeudi soir, j'envoyai un message à Margot. « Ma sœur viendra ce week-end. Je vais lui parler de nous. Je pense qu'il est temps de commencer à prendre des mesures concrètes. »« Êtes-vous sûre ?» répondit-elle. « Plus sûre que je ne l'ai jamais été de quoi que ce soit. » Vendredi soir, Claire arriva à Paris. Nous dînâmes dans un restaurant discret, près de chez moi, et après quelques verres de vin, je trouvai le courage de tout lui raconter. « Claire, il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose qui va changer toute ma vie. » Elle me regarda avec attention, remarquant la sérieuxité de mon ton. « Je pense que je suis amoureuse d'une femme. » Claire ne sembla pas choquée. Elle prit ma main par-dessus la table. « Raconte-moi tout, » dit-elle simplement. Pendant les 3 heures suivantes, je lui racontai tout. Ma rencontre avec Margot, les sentiments que j'avais découverts, la confusion, la peur, l'extase de me sentir vivante pour la première fois. Claire écouta sans juger, posant des questions occasionnelles, offrant son soutien. « Elisabeth, » dit-elle finalement, « cela fait des années que je t'attends à prendre une décision pour toi-même. Tu as toujours vécu la vie que les autres attendèrent de toi. Mais les conséquences seront difficiles. Oui, mais les conséquences de ne pas être authentique avec toi-même seront pires. Tu as 47 ans. Tu as encore beaucoup de vie devant toi. Ne la gaspille pas en vivant un mensonge. » Ce week-end-là, avec le soutien de Claire, je pris ma décision. J'allais être honnête avec Philippe. J'allais affronter les conséquences. J'allais choisir l'authenticité au lieu de la sécurité. Lundi matin, j'envoyai un message à Margot. J'ai pris ma décision. « Je vais parler à Philippe ce soir. Pouvons-nous nous voir demain ? Êtes-vous sûr ? Une fois que vous le ferez, il n'y aura pas de retour en arrière. » Je suis sûre. Pour la première fois de ma vie, je suis complètement sûre. Ce soir-là, quand Philippe rentra du travail, je l'attendais dans le salon avec 2 verres de vin. « Nous devons parler, » dis-je. Il s'assit face à moi, remarquant immédiatement la gravité de la situation. « Philippe,
Ce que je vais te dire va te faire du mal, et je le regrette profondément. Mais je ne peux pas continuer à vivre un mensonge. Je lui racontai tout. Ma rencontre avec Margot, les sentiments que j'avais découverts, la réalisation que je n'étais pas la femme qu'il avait épousée. Il écouta en silence, son visage passant de la confusion à la douleur à la colère. 26 ans, dit-il finalement. 26 ans de mariage, et tu me dis que tout était un mensonge? Ce n'était pas un mensonge, Philippe. Je ne savais pas. Je ne comprenais pas ce qui me manquait jusqu'à ce que je le trouve. Les jours qui suivirent furent les plus difficiles de ma vie. Philippe oscilla entre la colère, la douleur et l'incrédulité. Nos enfants furent choqués mais finalement compréhensifs. Camille, surtout, me surprit par son soutien. « Maman, dit-elle, lors d'une de nos conversations les plus difficiles, je veux juste que tu sois heureuse. La vie est trop courte pour vivre dans l'inauthenticité. » Le processus de divorce fut long et douloureux, mais Philippe, malgré sa douleur, fut finalement juste dans la division des biens. Mes collègues au tribunal réagirent avec un mélange de choc et, dans certains cas, de soutien surprenant. Ma carrière en souffrit, oui. Je dus quitter la magistrature, mais je trouvais du travail dans un cabinet d'avocats spécialisé dans les droits humains. Mon salaire était moindre, mais ma satisfaction au travail était immense. Margot et moi affrontâmes des défis similaires. Son divorce fut également difficile, et elle perdit quelques clients. Mais elle aussi trouva sa voie dans le secteur des droits humains, travaillant avec des ONG internationales. Sa fille, après une période initiale de confusion, accepta notre relation. « Je préfère voir ma mère heureuse et authentique que malheureuse et fausse », dit-elle. 6 mois après avoir pris cette décision qui changea ma vie, Margot et moi emménageâmes ensemble dans un petit appartement dans le Marais. Ce n'était pas le luxe auquel j'étais habituée, mais c'était le premier endroit qui me semblait vraiment comme un foyer. Nous perdîmes beaucoup. Argent, statut social, certaines amitiés, la sécurité de nos vies antérieures. Mais nous gagnâmes quelque chose d'inestimable, la liberté d'être qui nous étions vraiment. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, quand je regarde en arrière vers cette femme que j'étais, silencieuse, obéissante, vivant la vie que les autres attendaient d'elle, je ressens de la compassion pour elle, mais je ne la regrette pas d'avoir pris cette décision courageuse. L'amour que Margot et moi partageons n'est pas seulement romantique, c'est transformateur. C'est l'amour qui m'a permis de me découvrir, de grandir, de devenir la femme que j'étais destinée à être. Nous nous marierons l'année prochaine, dans une petite cérémonie avec nos familles et amis proches. Ce ne sera pas le grand mariage traditionnel que j'ai eu avec Philippe. Ce sera quelque chose de beaucoup plus précieux, une célébration authentique de l'amour vrai. Parfois, les gens me demandent si je regrette d'avoir bouleversé ma vie si dramatiquement. Ma réponse est toujours la même. On ne peut pas regretter de choisir l'authenticité au lieu du mensonge, l'amour vrai au lieu de la convention sociale. Ma histoire pourrait sembler exceptionnelle, mais je sais qu'elle ne l'est pas. Il y a beaucoup de femmes comme moi, des femmes qui ont vécu des décennies sans vraiment se connaître, des femmes qui ont découvert des parties d'elles-mêmes qu'elles ne savaient pas qui existaient. Si vous êtes une de ces femmes, si cette histoire résonne avec quelque chose en vous, je veux que vous sachiez qu'il n'est jamais trop tard pour être authentique. Il n'est jamais trop tard pour choisir l'amour vrai. Il n'est jamais trop tard pour choisir vous-même. Oui, ce sera difficile. Oui, il y aura des conséquences. Oui, vous perdrez des choses que vous pensiez importantes. Mais vous gagnerez quelque chose d'infiniment plus précieux, la possibilité d'être vraiment, complètement, authentiquement vous-même. Et cela, croyez-moi, vaut tous les sacrifices du monde. L'amour que j'ai trouvé avec Margot m'a montré que la vie peut commencer à n'importe quel âge, qu'il n'est jamais trop tard pour découvrir qui vous êtes vraiment. Notre histoire est la preuve que parfois, les décisions les plus terrifiantes sont celles qui nous mènent vers notre vraie destinée. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je vois quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant dans mes yeux. Je vois une femme qui est complètement, authentiquement, courageusement elle-même, et cela fait toute la différence du monde. Cette histoire, bien que fictionnelle, est dédiée à toutes les femmes qui ont eu le courage de choisir l'authenticité au lieu de la convention, l'amour vrai au lieu de la sécurité sociale. Vos histoires importent, vos vies importent.
Votre bonheur importe.